Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui invite celles et ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, quart d'heure de célébrité de Michel de Poncin. Bonjour. Bonjour. Alors, Michel de Poncin, je vais vous présenter rapidement et puis nous passerons au vif du sujet comme d'habitude. Alors, vous êtes un économiste, vous avez un doctorat en économie et vous êtes diplômé de Sciences Po Paris. On peut vous qualifier donc de libéral conservateur. Vous êtes fondateur et président de l'association catholique pour les libertés économiques, qu'on dit CLÉ. Voilà. Et vous animez deux magazines catholiques sur Internet, Tocqueville Magazine et Radio Silence. Vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, je vais en citer quelques-uns, les plus marquants peut-être, Tous capitalistes ou la réponse au socialisme, qui avait reçu le prix Renaissance de l'économie en 1989. Et alors votre dernier livre en date s'intitule La luxure régnait sur la ville et la ville était bleue. C'était aux éditions François-Xavier de Guibert en 2007. Et enfin, vous avez une lettre d'information hebdomadaire qui touche environ 60 000 personnes. Et donc c'est vous qui l'écrivez la plupart du temps, voire tout le temps. Alors première question, durant toute votre carrière, vous avez fustigé le désir d'égalité de la société française notamment, et vous prônez à contrario un désir d'inégalité. Ce qui paraît d'autant plus provocateur aujourd'hui que le mot égalité figure tout de même au frontispice de tous nos mairies par exemple. Alors, est-ce que vous voulez changer, j'aurais une question aussi provocatrice, est-ce que vous voulez changer notre devise liberté, égalité, fraternité? Alors, d'abord, je dirais que les personnages politiques qui maintiennent cette définition sur le fronton des édifices publics sont des menteurs, puisque eux-mêmes, ils exercent l'inégalité dans tous les domaines. Mais je ne vais pas m'occuper de cette devise qui est une devise historique. Importante, même. Important, mais enfin... Et alors, ce que je crois devoir dire, c'est que l'inégalité correspond à la nature des hommes. Les hommes ont été créés inégaux et toute leur vie, ils développent l'inégalité. Et d'ailleurs, j'ai un exemple amusant. Vous voyez les tennistes de Roland-Garros aujourd'hui, les messieurs et les dames jouent dans des championnats différents. Alors, lorsque les personnes me parlent de faire la parité homme-femme, etc., j'ai envie de leur dire, ben écoutez, alors mélangez dans les tennis, considérez qu'il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes. Et si les femmes font des championnats différents des hommes, c'est bien que leur nature est différente. Donc c'est assez amusant. Mais est-ce qu'on peut, je peux me couper rapidement, parce que c'est intéressant aussi de rebondir sur ce que vous dites. Au tennis ou dans les sports, si ce n'est pas mélangé, c'est peut-être parce que physiquement, la différence est claire, alors que intellectuellement, vous ne seriez pas, je pense, de ceux qui diraient les femmes sont inférieures ou supérieures aux hommes. Certainement pas, mais ça veut bien dire que physiquement, il y a une nature différente. Et que, alors je ne dis pas qu'elles sont inférieures, mais très certainement leur intelligence est différente des hommes. D'ailleurs, souvent on dit que les femmes ont des intelligences intuitives différentes des hommes qui raisonnent plus, etc. Mais alors là, c'est un exemple d'inégalité, mais l'inégalité est absolument partout dans la nature. Les hommes et les femmes d'ailleurs naissent inégaux suivant leur famille, etc., leur talent personnel. Si je sais très bien courir à pied, eh bien je creuse l'écart par rapport à celui qui ne sait pas courir à pied. Si je passe Polytechnique, eh bien je creuse une inégalité par rapport à celui qui ne passe pas Polytechnique. Alors je dirais vraiment l'inégalité fait partie de toute la vie des hommes. Et alors c'est extrêmement important ce que je vais dire, je crois, et j'attire l'attention des spectateurs, c'est que l'inégalité est créatrice de richesse. C'est absolument nécessaire pour créer de la richesse qui est de l'inégalité. Je prends un exemple encore tiré de la vie économique, n'importe lequel.
Si on fait, si on fait un bon restaurant, meilleur que d'autres, eh bien évidemment, on aura davantage de clients. Si j'ai 2 étoiles, j'aurai davantage de clients que celui qui a une étoile. Et tout ça, ça enrichira les choses parce que, étant un meilleur restaurateur, je serai créateur. L'inégalité est vraiment créatrice. D'accord. Mais alors, est-ce que tout cela est vrai, mais est-ce que pour autant la politique n'a pas son mot à dire? C'est-à-dire que est-ce qu'elle doit renforcer les inégalités ou au contraire essayer de les limiter? Je vous donne un seul exemple. La Révolution française a eu lieu principalement parce que vous aviez des classes, des castes de gens qui naissaient pauvres ou riches et qui le restaient toute leur vie. Et ça, c'est profondément injuste. Et l'égalité en droit qui figure dans le premier article de la Déclaration des droits de l'homme, c'est quand même quelque chose contre lequel il est difficile d'aller intellectuellement aujourd'hui. Alors c'est un point extrêmement important. L'inégalité est créatrice de richesse non seulement par sa nature, comme je l'ai expliqué, mais en plus justement parce qu'elle donne la tentation aux hommes politiques de s'occuper des inégalités. Et alors lorsqu'ils s'occupent des inégalités, ils détruisent la richesse, de sorte qu'on pourrait dire que l'inégalité est absolument nécessaire pour 2 raisons. D'abord pour une raison positive, qu'elle crée de la richesse, et pour une raison négative, que si on veut la corriger, eh bien on détruit la richesse. Et alors c'est ce que l'on voit tout le temps. Alors en plus, oui je vais dire, pourtant on voit ça tout le temps, parce que tous les efforts que font les hommes politiques pour réduire les inégalités, d'abord ils n'y arrivent jamais, ensuite ils prennent des tas de mesures absolument désordonnées. Par exemple, je lisais ce matin que le RSA, qui est une des multiples allocations que vous connaissez, il paraît que ça ne marche pas, donc il faudrait plus d'allocataires au RSA. Et vous avez, je ne sais pas, une vingtaine d'allocations du même type qui jouent le même rôle, etc., avec une complexité effroyable. Personne n'y comprend rien. Et alors, ce qui est assez comique, c'est que les hommes de l'État qui s'occupent de cela, en même temps, ils créent l'inégalité en leur faveur, parce que, je vous rappellerai, que l'inégalité la plus flagrante actuellement en France, c'est pas du tout l'inégalité entre les patrons du CAC 40 et les simples moujiks, c'est un terme que j'emploie, que je suis, que vous êtes peut-être, parce que nous sommes très loin de la richesse des hommes du CAC 40, mais la vraie inégalité, c'est entre les hommes publics et les autres. Parce que la richesse des hommes publics, qu'ils soient président de la République, président du Conseil, député, sénateur, etc., est absolument fabuleuse. Et alors ils sont extrêmement adroits parce qu'ils appliquent un principe que j'énonce, qui est le pas vu, pas pris. C'est-à-dire que leur richesse ne s'inscrit pas, elle s'inscrit déjà dans des salaires extrêmement élevés, mais en plus elle s'inscrit dans une foule d'avantages indirects que je recense dans beaucoup de mes livres, et c'est ça la vraie inégalité entre les hommes de l'État et les autres. Alors, quand même, il me semble que vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais la reformuler, mais d'une manière plus courte. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'égalité en droit? Qu'appelez-vous l'égalité en droit? Quand quelqu'un naît, il a les mêmes droits théoriques que les autres. C'est-à-dire, il y a eu la nuit du 4 août qui a aboli les privilèges. Les mêmes droits théoriques, je ne sais pas. Par exemple, un vote, une personne. Ah ben, d'abord, un vote, une personne, je ne sais pas si c'est un droit, hein, parce que moi, quand je vote, je vote. J'ai beaucoup d'amis qui ne votent pas, hein, parce qu'ils disent c'est leur droit. Ça ne sert à rien, c'est leur droit. Mais moi, je ne sais pas si c'est un droit, parce que c'est un droit de tellement faible valeur. Je crois que lorsqu'on est, d'abord avec la propriété que l'on peut soit hériter, soit acquérir. C'est le droit principal pour moi. On est avec le droit à l'indépendance, la liberté de la pensée. Voilà, alors il faut bien définir les droits, alors qu'on dit tout le monde est égal en droit. Il faut bien les définir. Par exemple, le droit de vote, c'est pas un droit intéressant pour moi. Oui. Pour moi. Donc, mais voilà. vous diriez pour la société, c'est pas un droit intéressant? Comment? Est-ce que vous élargiriez à la société? C'est-à-dire qu'est-ce que la démocratie, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant? Eh bien, la démocratie, telle qu'on la connaît, elle est trafiquée d'une façon formidable. Mais elle n'est jamais parfaite. Oui, mais elle ne sera jamais parfaite. Il ne faut pas oublier que l'origine de la démocratie,
c'est qu'au départ, il y avait des monarques et que c'est en Angleterre, je crois, la première fois que ça s'est produit en 1200 ou 1300, pour lutter contre les impôts que prenaient les monarques. Les barons, je crois, à l'époque, ont nommé des représentants, donc ils ont lutté contre le pillage de la nation par les monarques qui imposaient des impôts. Bien. Mais au fil du temps, depuis 700-800 ans, ça a tout à fait changé. Maintenant, les représentants que nous élisons, c'est eux qui nous pillent. Donc on a là un réel problème de ce qu'on appelle la démocratie, et en plus ils trafiquent les élections pour être réélus indéfiniment. Vous savez, toutes les combines. Par exemple, actuellement, le pouvoir est en train de redécouper les circonscriptions électorales, parce que forcément ça ne lui convient pas, il faut tâcher de mettre plus de camarades dans tel ou tel, d'où les protestations des socialistes, etc. Tout ça, c'est le trafic des élections. Il y a d'autres trafics des élections, puisque pratiquement on admet dans les élections que les partis que l'on veut bien admettre, les nouveaux partis ont énormément de mal pour entrer dans le système. Et puis en plus, vous avez les temps de parole à la télévision, vous savez, la comédie que c'est. Et finalement, seuls les gros partis bien structurés ont des temps de parole à la télévision. Et puis en plus, il y a le financement des campagnes électorales, vous savez, tous les trafics, puisque ce sont les vieux partis qui financent leurs campagnes électorales. Encore une fois, tout cela est vrai. Mais est-ce qu'il y a un meilleur système possible? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez de la phrase de Churchill sur la démocratie, qui est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres? Ben écoutez, moi cette phrase c'était une boutade amusante. Il n'avait pas bu de whisky, donc il est arrivé à certaines époques de dire des vérités. Bon, je crois que le vrai système, c'est le droit de propriété et la liberté pour les personnes. Bon, alors mais est-ce que l'un exclut l'autre? L'un exclut l'autre parce que la démocratie aboutit sans cesse à détruire le droit de propriété, qui est le droit essentiel de l'homme. C'est vraiment le droit de propriété. Dans les droits de l'homme, vous avez le droit de propriété et l'égalité en droit. Mais pour vous, vous ne retenez que le droit de propriété. Moi, je retiens que les droits de propriété. L'égalité en droit, je trouve que c'est une phrase un petit peu imprécise. Donc, le droit de propriété, c'est extrêmement clair. Je suis propriétaire de ma personne, je suis propriétaire de mes talents. À mesure que je grandis, j'acquiers de nouvelles propriétés. Il est certain que si je me forme bien, si je travaille bien à l'école, j'acquiers la propriété d'un certain savoir. Si ensuite je fais un métier satisfaisant, ben évidemment j'acquiers des droits de propriété. Si j'ai la chance d'hériter, j'acquiers également des droits de propriété. Si je gère bien mes intérêts, j'acquiers des droits de propriété. Pour moi, c'est mais vous comprenez quand même que le fait que des gens naissent dans des familles très riches, bon, pour X raisons, ça peut être du fait de l'esclavage par exemple, mais ça peut être aussi du fait qu'ils ont créé des entreprises qui ont bien marché, bon. Et que ces gens-là héritent de tout cela sans avoir rien fait. Donc il n'y a aucune notion de mérite là. Vous comprenez bien que ça crée de l'injustice chez d'autres gens qui, eux, naissent dans des familles pauvres, qui ont du mal à boucler les fins de mois, et qui demandent peut-être un peu plus de chance, d'égalité des chances, qu'on appelle, alors peut-être à tort après, l'égalité des chances. Oui, mais alors, si vous voulez transférer de Paul, qui est né riche, à Pierre, qui est né pauvre, de l'argent, d'abord, vous ne le transférez pas, parce que vous avez au milieu des hommes de l'État qui piquent l'essentiel de l'argent. Ensuite, dès lors que vous enlevez de l'argent aux riches, ben ce riche, d'abord, il ira habiter dans d'autres pays où il sera plus tranquille. Et puis, si vous détruisez sa richesse, il n'aidera pas les pauvres à sortir de leur pauvreté, parce que... Alors, si ça vous croyez à la charité? Ah mais il y a la charité, ouais. Absolument. Mais il y a également le fait que le riche, par son existence même, aide toute l'économie tout entière, et en particulier offre des occasions aux pauvres de sortir de leur pauvreté. Bien. Si on écrase tous les riches, il n'y aura pas moins de pauvres, il y en aura au contraire plus de pauvres. Alors évidemment, c'est très difficile à faire comprendre aux gens, c'est certain. Et puis alors je vous rappellerai que sauf vraiment le plus misérable, qui naît dans une famille misérable, qui a une santé épouvantable, qui n'a pas de chance, etc.,
tout le monde est riche de quelque chose par rapport à d'autres. Ça, je vous rappelle, hein. Tout le monde est riche de quelque chose par rapport à d'autres. Ils sont vraiment le plus misérable qui existe. Donc en fait, vous êtes pour qu'on relativise les notions capitalistiques, c'est-à-dire financières même, et qu'on valorise les notions humaines. Absolument. Si j'essaye de traduire votre pensée. Absolument, absolument, c'est sûr. D'accord. Alors nous arrivons au terme de ce quart d'heure de célébrité. Oui. Donc je vais vous poser une dernière question. Donc vous êtes contre l'État, ça je pense que tout le monde l'aura compris. Oui. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous inspire l'expression « le renard libre dans le poulailler libre » ? Alors écoutez, cette expression, elle m'inspire la constatation suivante. Le renard libre dans le poulailler libre, ce sont les politiques et les fonctionnaires. Voilà, c'est ça le renard libre dans le poulailler libre. Ouais. Mais alors je précise bien qu'il n'y a absolument aucune critique vis-à-vis des fonctionnaires qui font bien leur boulot. On demande de faire le mal comme tout le monde. Bon. Comme tout le monde, voilà. Mais ils le font honnêtement du mieux possible. Mais le système au service duquel ils sont fait que tout ce système pille le poulailler. Et le poulailler, ce sont les personnes privées, les entrepreneurs privés, les créalistes privés, qui sont pillés par tout l'ensemble étatique qui en France atteint une dimension absolument fabuleuse. C'est peut-être 55% de la vie nationale. Et alors, évidemment, ceux qui sont coupables, ce sont les gens du sommet, les députés, les sénateurs, les membres du Conseil économique et social, qui organisent le système, qui eux s'enrichissent de façon fabuleuse dans le système, alors que beaucoup de fonctionnaires de base ne s'enrichissent pas, encore qu'ils sont extrêmement gâtés, puisqu'on parle actuellement d'augmenter à nouveau leur salaire, alors que beaucoup de privés, malheureusement, depuis longtemps, n'ont pas leur salaire qui augmente. Très bien. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel de Ponsin, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Et à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.